pour votre invitation, de m'avoir redonné l'occasion de réfléchir à ce qui est presque quelque chose d'une vulgate télévisuelle ou radiophonique. Hein. Les addictions sont un problème de santé publique, et puis voilà. Et c'est même un problème majeur de santé publique. Et d'ailleurs, un collègue me faisait remarquer il n'y a pas longtemps qu'il n'y a pas de problème mineur de santé publique, il n'y a que des problèmes majeurs de santé publique. Et que d'ailleurs, en fait, toutes les maladies sont des problèmes de santé publique. Pour avoir été pendant 6 ans à la commission de transparence qui décide des remboursements des médicaments, les laboratoires, quand ils écrivent un dossier, toutes leurs maladies, toutes, ça commence par la maladie de est un problème de santé publique. Et donc, je vais commencer ma présentation par revenir sur qu'est-ce que c'est que la santé publique, finalement, qu'est-ce que c'est qu'un problème de santé publique. Et vous verrez qu'en fait, une fois qu'on a réfléchi à ça, eh ben, les choses sont à la fois plus simples et plus compliquées. Alors, ce qui est santé publique, c'est par opposition à santé individuelle, parce que la médecine est une pratique individuelle. Hein. La médecine, c'est un malade qui vient sonner à la porte d'un médecin en lui disant qu'il ne va pas bien, et le médecin, dans le colloque singulier avec le malade, décide d'une stratégie thérapeutique dans le but qu'il aille mieux. C'est tout. Et donc la médecine, c'est quelque chose de fondamentalement individuel, qui répond d'ailleurs à une attente, à une plainte. Et si je dis ça, c'est parce que dans les addictions, naturellement, les choses sont potentiellement plus compliquées. C'est là qu'on voit que déjà la notion de pratique médicale individuelle commence à être un peu problématique. Alors on dit que c'est souvent le cas en psychiatrie. En réalité, non. Hein. Pensez aux soins pédiatriques, par exemple. Hein. La plainte dans le soin pédiatrique n'est jamais totalement évidente. Hein. Et vous savez qu'il y a l'année dernière, hein, il y a une adolescente anglaise qui a demandé qui a revendiqué le droit à ne plus être soignée. Elle avait une maladie extrêmement sévère, mortelle, avec des traitements extrêmement lourds. Ses parents lui imposaient de prendre les soins, et les médecins aussi. Et elle a demandé, à 12 ans, à ne plus être soignée. Et la cour devant laquelle elle a demandé ça lui a donné droit. Donc, vous voyez, en médecine en général, le fait qu'un individu soit en demande de soins par rapport à un médecin, c'est la règle, mais il y a plein d'exceptions. Il y a des exceptions en médecine somatique, comme en psychiatrie, comme en addictologie. Donc, la santé publique, c'est vrai, ça va à contrario de ce que devrait être la pratique médicale. Et je ne surveille pas mon temps. Et donc, je vais le faire de ce pas. Excusez-moi. Voilà. Donc, la santé publique est un peu un paradoxe de la médecine, puisque, par définition, c'est la prise en charge collective des problèmes de santé. Alors, on pourrait se demander pourquoi, après tout, puisque c'est quelque chose d'individuel, pourquoi collectivement doit-on prendre en charge les problèmes de santé? Alors, il y a des phénomènes emblématiques de la santé publique que sont les maladies infectieuses. C'est que, bien entendu, dans une maladie infectieuse, quand vous soignez un individu, ben, vous coupez aussi la chaîne de transmission et vous soignez la société. Et donc, on a intérêt en maladie infectieuse, à avoir une pensée globale. Et vous savez, par exemple, que c'est complètement le cas pour la prescription des antibiotiques. Un médecin a en face de lui un patient avec un syndrome visiblement viral, mais tout ça est probabiliste, il y a toujours une petite chance que ce soit bactérien aussi. Et donc, pour optimiser la prise en charge de son patient, il a intérêt à prescrire un antibiotique, parce que les effets secondaires sont négligeables, et parce que, même s'il n'y a que 5% de chance qu'il ait une maladie bactérienne, au moins il tape sur ces 5% de chance. Mais en faisant ça, il met en danger l'écologie microbienne, et donc les patients à venir à traiter. Et c'est pour ça que la société décide de gérer de façon collective l'allocation des antibiotiques. C'est un exemple de prise en charge collective de la santé, de la thérapeutique, qui fait sens. Alors, est-ce qu'en addictologie, il y a ça? On est quand même très loin du modèle des maladies infectieuses. Il y a un tout petit peu ça. On a vu ça avec le tabagisme passif. Quand vous mettez en route des campagnes de prévention du tabagisme, bien sûr, vous faites de la prévention pour les gens qui sont tabagiques, mais on pourrait dire, et on va venir tout à l'heure dans le détail, on pourrait dire qu'à la limite, ça les regarde, hein, c'est leur choix. Sauf que, effectivement, ceux qui sont à côté
et qui n'ont pas choisi de fumer sont exposés au tabac, et on a pu montrer qu'un petit peu, effectivement, c'était des facteurs de risque de bimortalité, etc. Et que donc la société est en droit de protéger ces personnes qui n'ont pas fait ce choix de vie. Donc pour le tabac, c'est le cas. Pour l'alcoolisme fœtal, par exemple, le fœtus n'a pas demandé forcément à être imprégné par l'alcool que prend sa maman, et donc il est légitime quelque part que l'on fasse attention au fait que les femmes enceintes ne consomment pas d'alcool, alors que quelque part ça pourrait être leur droit. Et puis de façon plus générale, c'est vrai que l'alcoolisme touche des familles, et que ça étant pédopsychiatre, je ne me suis pas présenté, je suis pédopsychiatre et enseignant de santé publique, qu'il est malheureusement, il arrive assez fréquemment qu'on ait des patients et que leurs pathologies s'inscrivent dans le cadre d'un alcoolisme paternel, puisqu'en général, c'est le cas. Alors, on ne dit pas que c'est à cause de l'alcoolisme du père. D'ailleurs, on n'en sait absolument rien. C'est très difficile de dire que c'est à cause de ça ou de ça. Mais ça se constate, et en tout cas, dans la prise en charge de l'enfant, on est aussi obligé de prendre en compte le fait que le papa soit alcoolique. Donc oui, il y aurait une logique à considérer de ce fait que le tabagisme, l'alcoolisme sont des problèmes de santé publique, car ils ne touchent pas seulement le sujet qui est malade. Mais bon, c'est quand même le petit bout de la lorgnette, et c'est pas ça qui, dans l'esprit des gens, fait que les addictions sont des problèmes de santé publique. On est bien d'accord, même si ça y participe. Donc la santé publique, d'abord c'est ça. Après, la santé publique aussi, un énorme pan de la santé publique que l'on sous-estime souvent, c'est l'organisation du système de soins. Par exemple, décider qu'un médicament doit être remboursé ou pas, c'est de la santé publique. Pourquoi ? Parce que nous avons intérêt collectivement à nous regrouper pour décider tous ensemble dans un pays que nous allons rembourser tel ou tel médicament, par contre ça on va faire baisser le prix du médicament. Et c'est exactement ce qui se passe d'ailleurs dans la réalité. Plus le système de soins est unique et important, plus le prix du médicament diminue. Nous avons un système de soins quasiment unique en France, nous avons un des prix des médicaments les plus bas, alors qu'aux États-Unis, qui est un énorme pays, ils ont plein de systèmes de soins qui sont morcelés, le prix de leurs médicaments sont très élevés. Donc nous avons intérêt à gérer collectivement tout ça, c'est de la santé publique, mais là ça n'a pas grand-chose à voir avec les addictions. Alors, après, il y a la santé publique au sens de la santé du public. Et c'est ça, en fait, pour beaucoup de collègues et pour la population générale, la santé publique, c'est ça. C'est-à-dire, un problème est un problème de santé publique quand vous pouvez en parler avec vos voisins. Et vous pouvez parler de quoi avec vos voisins ? Des maladies très prévalentes et des maladies qui passent à la télé. Et donc, la myopathie de Duchenne, qui n'était absolument pas un problème de santé publique, en est devenu un grâce au Téléthon, à la FM et tout ça. Ils ont été très forts. ACT UP et tout ça ont réussi à faire que le sida soit une maladie de santé publique, et tant mieux pour eux, aucun problème. Nous avons regretté en psychiatrie que les patients schizophrènes n'aient pas la même écoute auprès des médias, et c'est dommage, et du coup la schizophrénie n'est pas une maladie de santé publique, alors que les indicateurs de l'OMS, naturellement, montrent que le fardeau de la maladie de la schizophrénique est d'un facteur 10 à 100 supérieur à celui du sida en France. Mais c'est une autre histoire. Donc les maladies télévisuelles, et c'est vrai que les addictions, ça passe à la télé. Et puis, alors, on peut se demander quelles sont les grandes maladies qui sont les causes de la mortalité dans notre pays. Vous savez que jusqu'à 40 ans, c'est le suicide et les accidents. Après 60 ans, c'est plein de choses, en particulier les cancers, etc. Et entre 40 ans et 60 ans, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est paru dans la presse il n'y a pas longtemps, entre 40 ans et 60 ans, plus d'un tiers des morts sont imputables au tabac et plus de 20% des morts sont imputables à l'alcool. Donc quand vous additionnez alcool et tabac, vous avez plus de 50% des morts de nos concitoyens entre 40 et 60 ans. Et donc forcément autour de vous, vous avez été confronté à des décès qu'on appelle précoces, avant 60 ans, c'est comme ça, qui sont imputables à l'alcool et le tabac. Et naturellement, l'alcool et le tabac, c'est des addictions. Donc, en ce sens-là, oui, naturellement, et on pourrait s'arrêter là immédiatement, les addictions sont un problème de santé publique, en particulier l'alcool et le tabac, le reste étant microscopique à côté de ça. Les problèmes en termes de santé publique des addictions en France, c'est l'alcool et le tabac.
et que ce sont d'ailleurs les 2 seuls qui sont autorisés. Enfin, si on compte la caféine, etc., en plus, et puis les addictions comportementales. Mais en gros, les toxiques, hein, les deux toxiques qui posent problème sont autorisés en vente libre. Donc, en ce sens-là, oui, naturellement, l'alcool et le tabac sont des problèmes de santé publique majeurs. Et on va voir après pourquoi c'est un problème. Alors, il y a un autre. Donc, ça, c'est le problème de santé publique, au sens c'est la santé du public. Et puis, il y a aussi une autre façon de voir la santé publique, qui est très classique, c'est le dépistage et la prévention. Parce que c'est vrai que, par définition, quand vous voulez prévenir une maladie, ça n'est pas de la santé individuelle, puisque le sujet n'est pas encore malade, donc il n'est pas encore en plainte et en demande de soins. Donc la prévention d'une maladie, fondamentalement, relève de la santé publique. Et la prévention, c'est vrai, c'est bien. C'est bien parce que c'est beaucoup plus facile de prévenir un cancer du poumon que de le soigner. C'est une évidence, ça fait beaucoup moins de mal et c'est beaucoup plus facile et ça coûte beaucoup moins cher. Donc la prévention, c'est bien, c'est coût efficace même, sauf que, alors quand c'est la prévention du mésothélium, ça coûte cher, il faut refaire les bâtiments, bon voilà, ça coûte cher, mais en gros la société est d'accord. Une fois qu'on a décidé qu'il fallait mettre de l'argent, personne ne va être contre d'enlever, de désamianter les bâtiments. Ça ne pose pas de problème éthique particulier. Par contre, au niveau des addictions, prévenir les addictions, c'est dans le fond prévenir un comportement. Et là, ça pose un problème dans nos sociétés, c'est que, de quel droit la société peut-elle décider collectivement de prévenir des comportements chez certains de ses concitoyens? Et vous le savez que c'est un vrai problème de société. Alors, pourquoi c'est un vrai problème? Parce que ça va contre la liberté des gens. Dans nos sociétés occidentales, la liberté, c'est important. D'ailleurs, en France, c'est liberté, égalité, fraternité. Ce qui vient en premier, c'est la liberté. Nous devons au maximum être libres de faire ce que l'on veut, d'avoir les comportements que l'on veut. Et si l'on veut boire, et si l'on veut être saoul, à partir du moment où ce n'est pas sur la voie publique, on a le droit. Et si on veut être saoul tous les jours, eh ben, on a le droit. Et alors, de quel droit la société irait-elle dire que c'est pas bien et qu'il ne faut pas le faire? Vous voyez, c'est une valeur morale. De quel droit, comme ça, peut-on communiquer sur des valeurs morales qui ne sont pas inscrites dans la loi? Et alors, si on commence par dire ça, pourquoi, jusqu'où va-t-on aller? Et vous savez qu'on imagine, autour des comportements sexuels, etc., que l'on pourrait bientôt dire qu'il y a des comportements qui sont bien et d'autres qui ne sont pas bien. Et on sait très bien que ça s'est fait dans le passé, Ça s'est fait dans le passé et on a fait de grosses bêtises autour de la prévention des comportements. Donc il faut réfléchir à ça. Alors, qu'est-ce qui fait que, quelque part, on ressent pourtant le droit, dans notre société, d'avoir des stratégies de prévention de comportement? Pourquoi est-ce qu'on ressent le droit de prévenir l'alcoolisme, de prévenir l'addiction à l'héroïne, etc.? Parce que dans nos sociétés, il y a quelque chose d'important, en plus de la liberté, c'est que les gens aient le contrôle d'eux-mêmes. C'est un sociologue qui s'appelle Norbert Elias qui l'a montré. Les sociétés, depuis le Moyen-Âge, évoluent à peu près de façon progressive dans une situation où les sujets doivent avoir le contrôle d'eux-mêmes. Et vous savez d'ailleurs que l'usage de la contrainte physique de nos jours est juste limité aux forces de police et aux militaires. En dehors de ça, on n'a pas le droit. Et vous savez que de plus en plus, autrefois, les enseignants avaient le droit de corriger les enfants. Maintenant, ça n'est plus possible. C'est très bien d'ailleurs. Sauf que le prix à payer, c'est qu'il faut que les enfants aient le contrôle d'eux-mêmes. Et donc, dans nos sociétés, on aime que les gens aient un contrôle d'eux-mêmes. C'est comme ça. Or, par définition des addictions, les gens n'ont pas le contrôle d'eux-mêmes. Alors, je me suis amusé à voir, d'ailleurs, avant de venir, quelles étaient les définitions des addictions. On a dû vous le dire, mais ça a dû être des définitions savantes. Moi, dans ces cas-là, je vais voir Wikipédia, parce que ce sont des définitions que les gens tapent, vous voyez, ils s'autocorrigent, etc. Et je prends le Wikipédia anglais et français, comme ça donne des points de vue différents. Le Wikipédia anglais, addiction, c'est utilisation continue d'une substance qui altère l'humeur,
malgré des conséquences néfastes. Là, on met le premier pas. Donc, vous voyez tout ce que ça veut dire, hein. Donc, vous voyez, mais déjà, cette définition pointe du doigt que, normalement, les gens ne devraient pas avoir de conduite qui ont des conséquences néfastes. Et on voit qu'entre nous, après tout, pourquoi pas, hein, si on regarde à la loupe le comportement d'un être humain, est-ce qu'il n'a jamais des comportements qui sont évidemment néfastes pour lui, et il les fait alors qu'il est en pleine connaissance de cause, hein, il sait que c'est néfaste. La définition du Wikipédia francophone, c'est une conduite qui repose sur une envie répétée et irrépressible, en dépit de la motivation du sujet pour s'y soustraire. Moi, je la trouve très jolie. Elle est phénoménologique, comme on dit, c'est-à-dire elle se met à la place du sujet qui vit l'addiction. Je la répète tellement qu'elle est jolie. Une conduite qui repose sur une envie répétée et irrépressible, en dépit de la motivation du sujet pour s'y soustraire. Et donc, on voit la perte de contrôle. Elle est vraiment dans la définition. Le sujet a envie de s'y soustraire, et pourtant, il continue. Donc, c'est qu'il a perdu le contrôle de lui-même. Et c'est là que, quelque part, ça pose problème dans l'imaginaire collectif. Donc on a comme ça une tension entre liberté et perte de contrôle. Et derrière ça, et tout ça, c'est des considérations morales, hein, naturellement. Hein. C'est-à-dire que on voit que la santé publique, pour fonctionner, est quelque part obligée d'avoir recours à des considérations morales. Et d'ailleurs, c'est pas grave, hein, ça fait partie de la vie, la morale. Le problème, c'est quand c'est pas explicite. C'est quand il n'y a pas de débat démocratique autour de ça. Hein. Donc, les arrière-pensées, c'est donc liberté et perte de contrôle. Et puis, de façon plus générale, c'est le présupposé qui semble évident pour tout le monde, hein, c'est que le sujet citoyen dans nos pays est un sujet libre qui vise dans sa vie à être bien. C'est la recherche du souverain bien. C'est-à-dire, nous sommes des sujets libres et qui, dans notre vie, nous organisons pour faire et être dans le bien. Partant de cela, alors la société se sent légitime de dire « vous qui vous droguez et qui visiblement êtes mal contre ce que vous voulez, alors nous avons le droit de vous empêcher parce que, ou du moins de faire de la prévention, etc., parce que, en fait, eh bien, forcément, c'est pas logique. Forcément, il y a quelque chose qui ne va pas. Sous-entendu, vous ne correspondez pas à la définition que nous nous faisons a priori d'un citoyen digne de ce nom. Bon, alors, ça c'était l'introduction. Non, je rigole. Je rigole. Ça, c'était poser le problème de la santé publique et des addictions. Alors, vous me direz, tout ça, c'est du baratin. Vous êtes des scientifiques. Hein. Tout ça, c'est du baratin. On aimerait quand même bien voir des recherches qui ont à voir avec tout ça. Alors, donc je vais vous proposer, vous inquiétez pas, c'est 5-10 minutes, un travail scientifique qu'on a fait dans l'unité, qui a été dirigé par Catherine Bourguin, chargée de recherche à l'INSERM, sur ce sujet-là, sur le sujet des représentations autour des drogues et pourquoi on considère que c'est bien, pas bien. Et puis vous savez d'ailleurs que ce problème d'addiction et de santé publique, en fait, ça dépend des substances. On n'a pas les mêmes réactions par rapport à l'héroïne, au tabac et à l'alcool et au cannabis. Alors vous me direz, c'est normal, l'héroïne, ça rend complètement dépendant, c'est une catastrophe, bien plus que le reste. Il y a des addictologues, vous pourrez leur demander, hein, entre tabac et héroïne, le pouvoir addictogène, c'est pas si différent que ça. Hein. Et puis alors vous me direz, oui, mais l'héroïne, tout ça, ça tue des gens. Ben oui, mais je vous ai dit tout à l'heure, hein, le tabac et l'alcool, ça tue des gens. Hein. Et puis vous savez qu'il y a un débat de société autour du cannabis et que c'est vrai qu'il y a plein de gens qui disent mais finalement le cannabis, objectivement, c'est pas bien plus grave. Je dis pas que ça fait pas de mal, hein, ça fait du mal. Hein. Maintenant, il y a un consensus, un facteur de risque de schizophrénie, etc. Ça empêche, ça nuit aux apprentissages des adolescents, aucun problème. Néanmoins, les autres toxiques qui sont autorisés posent des problèmes aussi, hein, et on le sait bien. Et donc, pourquoi en interdire certains et pas d'autres, hein. Et vous savez que ce débat existe, hein, dans la société, il ressort régulièrement.
Donc on va voir pourquoi, sur quelle base on décide tout d'un coup que ça sera ça ou que ça sera ci. Donc la méthodologie, c'est quoi ? Là, alors, c'était très facile pour les comités d'éthique et tout ça, parce qu'en fait, les sujets de l'expérience, c'était des experts de la Fédération française d'addictologie. Donc on en a pris une cinquantaine. En moyenne, ils avaient 50 ans. Ils n'étaient pas que des psychiatres, pas que des médecins. Et puis on les a interrogés, un tout petit questionnaire, sur ce qu'ils pensaient des dommages et des bénéfices potentiels d'une liste de toxiques. Alors même de toxiques, il y avait même le jeu dedans. Donc il y avait les grands toxiques, tabac, alcool, cannabis, héroïne, crack, cocaïne, etc. Plus le jeu, et voilà, il y en avait une dizaine. Donc on leur demandait, sur une liste de 9 items, que vous allez voir tout à l'heure, mais peu importe, quels étaient ceux qui présentaient le plus de risques pour la santé, quels étaient ceux qui présentaient le plus de risques pour la sécurité dans la société, quels étaient ceux qui étaient le plus intéressants en termes économiques pour la société, quels étaient ceux qui étaient le plus intéressants en termes de retour hédoniste, quels étaient ceux qui procuraient le plus de dépendance, etc. Voilà, 9 questions. La moitié avait à voir avec le sujet, c'est-à-dire est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal pour le sujet qui prend la substance, et l'autre moitié qui avait à voir avec est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal pour la société. Et comme ça, l'idée étant de classer les toxiques en fonction des représentations des addictologues, experts, donc ils connaissent très bien les toxiques. Et puis, les 2 questions qui suivaient, qui à mon avis étaient les plus intéressantes, c'était pensez-vous pour ce toxique qu'il est préférable de vivre et de consommer le produit, oui ou non ? Par exemple, alors on peut imaginer que pour le crack ou etc., bon, parce qu'il est préférable de consommer du crack ou pas, je pense que si on pose la question dans l'Assemblée, la plupart des gens vont dire, bon, c'est peut-être préférable de ne pas en prendre. Par contre, si je vous demande, est-ce qu'il est préférable de ne pas consommer d'alcool ou est-ce qu'il est préférable d'en consommer ? Peut-être pas beaucoup, mais d'en consommer, je pense qu'un certain nombre d'entre vous vont dire, moi après tout, je préfère me donner le droit d'autoriser de consommer de l'alcool. D'accord ? Donc ça, c'était pour eux-mêmes. Et puis, pensez-vous qu'il est préférable de vivre dans une société où le produit est consommé ou pas ? Alors, quels sont les résultats ? Alors, vous ne voyez pas que tout à fait à gauche, c'est l'alcool. C'est-à-dire, donc ça, c'est les dommages. Plus la barre est haute, plus ça veut dire qu'il y a de dommages. À gauche, vous avez l'alcool. Après, vous avez l'héroïne, après la cocaïne, après le tabac, après le cannabis, qui vient en 5e position, et après le reste. Donc on voit que, pour des addictologues, quand on cumule tous les effets négatifs des toxiques, eh bien, le pire, c'est l'alcool. Et puis après, c'est l'héroïne. Donc l'alcool est côté pire que l'héroïne. Vous voyez, tout à l'heure, quand je vous disais que l'héroïne est considérée... Dans la population générale, on n'aurait pas eu les mêmes réponses, naturellement. Parce que les gens ne savent pas, en fait, ce que font vraiment les toxiques. Mais quand on connaît, en fait, les classements ne sont pas forcément les mêmes que les représentations qu'on ça fait dans la société. Alors, là, ce qui est intéressant, c'est la réponse à la question globale. Parce que là, on vient de voir ce qu'ils trouvent être le pire, les toxiques qui posent le plus de problèmes. Donc on a vu à gauche, c'est l'alcool, après c'est l'héroïne, après c'est la cocaïne, après c'est le tabac. Et là, c'est la réponse à la question, est-ce que vous préféreriez vivre avec le toxique ou sans toxique ? Quand c'est en grisé, ça veut dire qu'ils préféreraient vivre avec. Et quand c'est en rouge, ils préféreraient vivre sans. Et qu'est-ce qui vient à gauche, c'est-à-dire celui avec lequel ils préféreraient vivre, c'est l'alcool. Et puis après, c'est le jeu, et après, le cannabis. Donc vous voyez, ça pointe déjà, ce sont des spécialistes des addictions. Ils ont conscience du fait que l'alcool est un produit qui, en termes collectifs comme en termes individuels, est un vrai poison. Et pourtant, ils préfèrent vivre avec que de ne pas vivre avec. Et je vous promets que les addictologues sont déjà un peu raides avec les toxiques.
Alors on pourrait se dire c'est pour eux, mais pour la société, eh bien, pour la société, c'est exactement le même ordre, c'est exactement pareil. Pourquoi c'est important pour la société? Parce que c'est la vision de santé publique. C'est la vision de santé publique. Alors on peut se demander, mais pourquoi ça? Alors, il y a des raisons sociologiques, hein, bien entendu. Mais une des explications que l'on trouve dans le papier, c'est qu'on a fait un petit modèle statistique hein, qui explique la préférence. Pourquoi la variable expliquée, c'est oui, je préfère avoir le toxique ou pas. Enfin, je préfère avoir le toxique par rapport à ne pas l'avoir. Et puis les variables explicatives, c'est ou les dimensions qui font que c'est bénéfique ou dommageable, ou même tout simplement, c'est globalement la dimension bénéfice, globalement la dimension dommage. Et on se rend compte, là, quand on fait cette régression, qu'en fait, dans le choix de dire « oui, je préfère vivre une vie avec ce toxique plutôt que pas », les bénéfices l'expliquent beaucoup plus que les dommages. Quand nous prenons des décisions par rapport aux substances qui sont potentiellement addictives, en réalité, on s'intéresse plus au plaisir qu'on va en tirer et aux bénéfices qu'aux dommages. Et là, vous voyez pourquoi la réflexion de santé publique, elle est compliquée. Parce que jamais dans une réflexion de santé publique, on ne va parler des plaisirs. Et c'est vrai que mes collègues sont souvent un peu jansénistes. C'est pas un milieu où on rigole tellement à la santé publique. Hein. De là l'histoire, un verre, c'est déjà le cancer, etc. Ce qui bien sûr est potentiellement vrai. Hein. C'est vrai, d'accord, c'est épidémiologique, c'est vrai. Sauf que si vous voulez vraiment agir pour que les gens, nos concitoyens, aient des réactions qui soient le plus rationnelles possible par rapport aux toxiques, il ne faut pas dire ça. Il ne faut pas dire ça. Il faut leur dire, bon, ben, un verre, voilà, c'est vrai qu'on commence à prendre un risque, mais vous marchez dans la rue, vous prenez des risques. Enfin, il y a des risques partout. Et vous rencontrez quelqu'un, vous n'allez pas mettre un préservatif. C'est pas bien, mais vous l'avez fait. Et voilà. Et alors après, il faut réfléchir, il faut dire à partir de quand c'est vraiment mal. C'est ça qu'il faudrait réfléchir. Mais voilà, la santé publique a du mal à gérer ça parce que la santé publique a du mal à gérer le plaisir et que normalement, ce n'est pas dans ses attributions. Sauf que on ne peut pas faire l'économie de cette réflexion si l'on veut avoir une véritable réflexion de santé publique. Je vous remercie pour votre attention. Thank you.